Finkielkraut appelle à un barrage anti-Mélenchon. Frédéric Lordon l'avait dit juste avant l'élection de 2017, je crois déjà, ça faisait longtemps. Il disait, si Mélenchon est élu, les marchés se retourneront contre nous. Mais avant ça, on aura probablement un barrage qui va se former, un barrage républicain contre Jean-Luc Mélenchon. On voit de plus en plus ça arriver. Et on va parler notamment de Retailleau qui appelle plutôt à voter pour l'alliance donc de Ciotti et de Le Pen, UDR et RN, plutôt qu'un candidat de gauche, après avoir largement profité des votes de la gauche à l'élection de 2024, où à gauche les gens ont fait barrage au Rassemblement national en votant parfois jusqu'à des candidats LR, voire des Darmanin, des gens comme ça, quoi. On va parler de tout ça avec Chris, spécialiste en castor. Chris, comment ça va ? Ça va très bien. Moi, j'ai fait une petite rectification quand même. Tu cites Frédéric Lordon, qui en avril 2021 avait parlé que le prochain barrage serait le barrage... Ah ouais, c'était en avril, c'était le 2017. Moi, je parlais... oui, je confonds entre quand il a dit que les marchés se retourneront contre Mélenchon, c'était 2017, et 2021, c'était le barrage. C'est ça, donc avril 2021, parce que ceux qui avaient parlé de ça en premier, c'était Position Revue le 5 mars 2021 avec Stefano Palombarini. C'est un des premiers entretiens qu'a lancé Position. Donc, avec le camarade Stefano, on avait fait, moi et lui, un entretien qui avait beaucoup tourné. Et donc, c'était le 5 mars. Vous pouvez aller le voir, l'entretien du 5 mars 2021 avec Stefano qui annonçait que justement, le prochain barrage serait un barrage contre Jean-Luc Mélenchon. Ce gars ne donnera jamais un point à Lordon facilement. Il avouera des fois que Lordon sent un petit peu le temps, notamment, tu disais ça par rapport à... C'était un des premiers à parler de Frexit, critiquer l'Union européenne. Non. Mais voilà, tu lui donnes pas le point, quoi. Alors, je sais qu'il nous regarde, Frédéric, tu viens quand tu veux. Mais je prends Lordon pour un adversaire à la hauteur. Le respect de l'adversaire t'impose que tu joues le match réellement et tu ne lâches pas les points facilement. C'est marrant parce que surtout, il n'est pas habitué, je pense, à avoir cette opposition. Je me suis toujours demandé pourquoi Frédéric Lordon avait une telle prégnance, par exemple, sur des milieux. Notamment, tu vois, souvent Révolution Permanente l'invite et tout, alors que Frédéric Lordon est au final assez peu marxiste, tu vois. Je pense qu'il est assez peu d'accord avec eux sur des points fondamentaux du marxisme ou du léninisme, tu vois. Alors, c'est évidemment un camarade de toutes les personnes qui sont en lutte quand il s'agit de lutter, ça c'est pas le souci. Mais j'ai toujours trouvé étonnant le fait qu'il n'y ait pas grand monde pour critiquer Frédéric Lordon, alors que de fait, quand on est marxiste, on devrait s'opposer à quelqu'un qui est un adversaire un peu intime, c'est-à-dire quelqu'un qui va souvent se joindre à nous sur des considérations de lutte, on va dire, mais qui va pas forcément avoir les mêmes solutions parce qu'il n'a pas la même théorie qui sous-tend ces solutions, quoi. Et moi, je trouve que c'est d'autant plus intéressant de critiquer ces gens-là, plutôt que de dire « Ah bah non, on va pas le critiquer parce qu'en fait, il est avec nous quand on doit lutter contre un génocide, tu vois. » En fait, on attend plus que ça de Lordon. On sait très bien qu'il est avec nous quand on devra lutter contre un génocide ou contre la retraite à 64 ans, mais Frédéric Lordon, c'est pas Sophie Binet. C'est quelqu'un que je considère comme étant un peu plus radical, et en plus que je considère comme comprenait les enjeux de nos débats théoriques, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui s'en battent les couilles, tu vois, de nos débats théoriques. Mais lui, il comprend les enjeux, il assume d'être plutôt anti-marxiste sur bien des points, notamment sur l'économie. On rappelle que c'est quelqu'un qui est critique sur, je crois, la théorie de la valeur. La théorie de la valeur, il y croit pas du tout, bien sûr. Donc il est plutôt anti-marxiste sur le plan de ce qu'il y a de plus, on va dire, central dans le marxisme, qui est l'analyse du capitalisme, tu vois, ce qui est quand même pas rien, quoi. Bah, c'est surtout que c'est marrant, ça fait. J'enchaîne les capsules avec Zoé là, mais c'est un peu plus discipliné, tu vois. Quand je suis avec toi, on a l'impression. C'est vraiment les gars. Mais moi j'aime bien ce côté but de gauche, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est très intéressant parce que force à Lordon qui a justement vu des débats avant tout le monde. Quand il a écrit Imperium, j'avais plein de désaccords avec lui, mais il a senti qu'à un moment donné, il y avait une forme de souveraineté populaire de gauche qu'il fallait activer. Tu parlais sur l'euro, sur le Frexit. Enfin, je veux dire, il est courageux, etc. Et il n'a pas peur d'aller chercher des débats quand il fait vif sang, qu'il attaque un petit peu l'idéalisme anarchiste. Tu vois, c'est quand nous, on l'attaque, moi, je trouve qu'on reproduit un peu son geste, quoi. Vraiment, c'est par estime, on va dire, et par respect. Même si on ne vient pas du tout des mêmes choses et des mêmes lignes. Et quand tu disais, il n'y a pas de critique, bah, je crois aussi que ça, et c'est aussi une force à Lordon. Je crois qu'en fait, la gauche, elle a vécu une espèce de désert intellectuel depuis les milieux des années 90, début 2000, où tu sais, genre, la gauche, c'était la fondation Saint-Simon. Tu vois, genre, il y avait des mecs comme Pierre Rosanvallon qui étaient vus comme de gauche, ou comme Alain Finkielkraut. À un moment, Finkielkraut était vu comme de gauche. On va en parler. Tu sais, t'avais Michéa, très bon texte d'ailleurs de Lordon dans Contretemps, Impasse Michéa. Tu sais, des mecs qui venaient mobiliser, tu vois, une espèce de truc, républicanisme, voilà. Et tu te dis, voilà, un vrai théoricien, quelqu'un d'extrême gauche qui passait dans la radio, qui assumait une forme de radicalité, on n'en a pas eu beaucoup.
Et effectivement, les gens n'osaient pas trop lui taper dessus dans les orgas ou dans les intellects. Moi, je pense que malheureusement, c'était un drame en fait, d'avoir qu'un seul gars, tu vois, que tu ne peux pas critiquer. Un peu comme fin des années 40, début des années 50, où il n'y a que Sartre. Tu vois ce que je veux dire, que personne venait le chercher. Et donc, Il y a voilà. Traduc Tao qui venait le chercher. D'ailleurs, Traduc Tao a fait un débat avec Sartre qui devait être publié, et Sartre n'a pas voulu que le débat sorte. Hein. Donc du coup, Traduc Tao s'est mis à dire que Sartre était débiné, il s'est retrouvé avec un procès contre Sartre. Bon, après, il est parti au Vietnam, donc ça s'est terminé comme ça. Mais, Ouais, mais il n'a pas le même statut aujourd'hui, Ah bah, ou bien même sûr. à l'époque. Même Voilà, à l'époque. c'était Camus Sartre, la bataille, et puis après ça a été Aron Sartre, voilà, tu vois, mais ça n'a pas été vraiment à gauche, tu vois. Vraiment, nous, si on fait des débats aujourd'hui, c'est vraiment les débats Sèvres-Althusser, tu vois. Je pense que c'est ça Oui, qui mais ce que je m'intéresse. veux dire, et notamment si je citais RP, tu vois, c'est parce que RP, ils sont capables, par exemple, de critiquer Ouria Boutelja. Tu sais, il y a des textes comme ça de Paul Morao qui vont critiquer Ouria Boutelja, tu vois. Et quand Lordon dit exactement la même chose que Ouria Boutelja, ils vont pas le critiquer, alors que c'est sous-tendu par les mêmes visions du monde et par les mêmes théories, c'est-à-dire une sorte de critique du marxisme avec les affects, la psychanalyse, Spinoza, machin. C'est les mêmes grilles de lecture. C'est les mêmes grilles de lecture. C'est les mêmes grilles de lecture, tu vois. Et ça me paraît un peu étonnant, tu vois, parce que c'est pas avec Lordon, pour moi, qu'on va faire une renaissance communiste en France, tu vois. C'est avec, je pense, une pensée marxiste assumée qu'on pourra faire ça, tu vois. Mais bon, bref, c'est peut-être une parenthèse un peu longue, mais je pense que ça va plaire aux gens, quoi. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. Revenons à un penseur moins intéressant que Lordon. Finkielkraut. Alors, Finkielkraut, il était sur Radio J, sur le forum radio de Frédéric Aziza. Pas la radio la plus progressiste de France. Frédéric Aziza. Ça va. Et puis Frédéric Aziza, il est progressiste. Je sais pas pourquoi tu critiques. C'est ça. Donc, on va voir ce qu'il nous explique un petit peu en cas de second tour. Mélenchon-Le Pen. Il y a des chances qu'il vote Mélenchon, hein, Finkielkraut. Hein. C'est quand même un philosophe, quelqu'un qui est attaché aux Lumières, tu vois. Donc, ça m'étonnerait qu'il vote pour le candidat de l'extrême droite, tu vois. Qui est le plus dangereux d'ailleurs, c'est Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen? Écoutez, ce que je veux, c'est éviter à tout prix un deuxième tour de ce type. Mais j'aime pas particulièrement Frédéric Aziza, mais cette question-là, elle est bien parce que ça met les mecs en sueur et tout, tu sais, ça force à se dévoiler. C'est vraiment la moïsation. C'est vraiment, on te dit, c'est Hitler ou le Front Populaire? Et le mec dit, écoutez, c'est plus compliqué que ça, j'ai pas envie de faire ce choix. Alors, socialisme ou barbarie, Finky? Socialisme ou barbarie? Et le gars te dit non, mais tu sais pas pourquoi il te dit, je ne veux pas aller à ce choix, tu vois. Bon, d'accord, mais c'est le sens de l'histoire, Finky. Ouais. Puisque vous me posez cette question... Ouais, qu'est-ce que vous faites? Second tour Mélenchon-Le Pen, vous faites quoi? Alors, pour vous répondre intelligemment, si vous me le permettez, je voudrais citer Jacques Julliard. Mais tu sens qu'il y a vraiment une sueur. C'est vraiment... Tu sais, on dirait le sketch de Coluche là. Je ne vais pas passer par quatre chemins. Je ne vais pas tarder à vous répondre franchement. Genre le truc qui dure. Ça me fait rire. Quand même un homme de gauche qui a été ma boussole politique. Dans ses carnets, il dit ceci. Marine Le Pen condamne le fléau de l'antisémitisme avec la plus grande netteté et rend hommage aux juifs déportés de l'Arable du Veldiv, victimes de cette forme la plus abjecte et abominable, il cite Marine Le Pen, de l'antisémitisme. Non mais le gars te sort une citation d'un mec pour te dire que Le Pen n'est pas antisémite alors que toute l'histoire de son parti prouve l'inverse. Il y a des gens qui ne comprennent pas niveau d'idéalisme. Hein. C'est-à-dire noyer le poisson. Vous voyez, regardez cette vidéo là, c'est ce qu'il fait là. Oui, j'ai une citation de Goebbels qui me dit qu'il est contre la violence. C'est vraiment Finky. À chaque fois, il arrive avec « Je me rappelle cette citation de Charles Péguy ». Tu vois, et vraiment à chaque fois, il fait ça. Et c'est lent, c'est chiant. Je sais pas pour ceux qui écoutent Réplique. Réplique, c'est horrible. Réplique, l'islamo-gauchisme avec Nathalie Henich. Tu vois, et vraiment, pour ceux qui ont écouté Réplique sur France Culture, c'est une des plus vieilles émissions de France Culture, c'est lui qui présente. C'est horrible, il fait ça tout le temps. Et donc, il revient toujours à ses marottes. Et là, il va revenir, c'est trop drôle. Marine Le Pen est-elle sincère ou non, dit-il. Réponse, ce n'est pas la question. Ce qui compte chez un personnage politique, ce sont les actes. Je ne vais pas, pour le plaisir de lui conserver mon inimitié dans sa pureté de cristal, déplorer qu'elle s'améliore. Quand elle dit ça, Marine Le Pen, Jean-Luc... Alors, c'est vrai que dans un homme politique, on s'en fout de sonder les âmes. Toi qui mets en place un parti qui structurellement devrait lutter contre l'islamophobie et que ses actes luttent contre l'islamophobie, on s'en fout de savoir ce qu'il en est. Mais pour Le Pen, je suis pas persuadé que ses actes, quand il y a des députés qui sont négationnistes et tout, je suis pas persuadé que ses actes soient contre l'antisémitisme. C'est là où il y a un truc biaisé chez lui, c'est que Le Pen, je vois pas en quoi il fait des actes contre l'antisémitisme, à part dire qu'il ne faut pas reconnaître l'État palestinien, et voilà, tu vois, si c'est ça pour lui être contre l'antisémitisme, bah c'est juste être sioniste en fait, tu vois. C'est ça. Mais ce qui est marrant, bon, déjà, moi je trouve que
que Jacques Julliard, quand il parle de Marine Le Pen et de l'extrême droite, il pense à Pureté de Cristal, alors qu'il aurait mieux fait de penser à Nuit de Cristal, mais ce qui donne une idée de leur chemin. Mais ouais, comme tu dis, à part soutenir le régime le plus ethno-racial et d'extrême droite du monde, qu'est le régime de Netanyahou, État sioniste, déjà en lui-même, sa constitution de 2018, sa pratique, ses actes, comme dirait Finkielkraut, de colonisation, d'expropriation, de violence. Bon, à part soutenir cet État, quels sont les actes concrets de lutte contre l'antisémitisme ? C'est vraiment une instrumentalisation totale et complète contre le problème général de Le Pen, mère, fils, cousin, tante. Tu vois ce que je veux dire ? Et Finkielkraut, ils se rejoignent là-dessus, la soi-disant grand remplacement par l'islamisation et l'islamo-gauchisme. C'est ça qui les rejoint, quoi. Luc Mélenchon, lui, lors de la manifestation, la marche contre l'antisémitisme, dit « Les partisans du soutien inconditionnel ont leur rendez-vous. Donc, si je suis acculé à ce choix, J'ai pas compris ce qu'il raconte sur... Et tu sais, il vieillit, hein. Déjà, dans la force de l'âge... Ah ouais, toi, tu trouves des excuses. Tu dis, Finkel, avant, c'était bien. Maintenant, c'est moins bien qu'avant. Non, j'allais dire, dans la force de l'âge, c'était déjà pas toujours, tu vois. Mais alors là, avec la sénilité, c'est chaud, quoi. Soit que je ne veux pas, évidemment, et que je ne voudrais à aucun prix, je choisirais Marine Le Pen. Donc, oh là 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 là. Ce gars vient de SOS Racisme, je le rappelle. Hein. Ce gars. De SOS Racisme. Ça, il y a 10 ans, il l'aurait pas dit, tu vois. Et vraiment, là, on voit une accélération de choses qu'il l'aurait quand même fait, hein, il y a 10 ans, hein, qu'on soit clair. Hein, mais il l'aurait pas dit. Aujourd'hui, ils sont capables d'assumer sur des radios que les mecs, ils vont voter Marine Le Pen à la prochaine élection. Hein, parce que quand même, Mélenchon-Le Pen, c'est ce que prévoit le graphique et ce que prévoient toutes les personnes sérieuses. Hein. Enthoven a ouvert la voie, tu te rappelles son 23h59, là, je sais pas quoi, là. Ouais, Enthoven a ouvert la voie. 19h59, tu sais, il avait fait un tweet, ah là là, je transpire, etc. Alors qu'en fait, on sait très bien 8h02, le gars. Ouais, c'est ça, 8h02, ouverture du bureau de vote, tu vois. Après, tu fais une chronique sur France 5, on le sait, Raph ou Rafi, je sais pas trop comment t'appelles. Mais tu vois, c'est aussi, Finkielkraut, il va te dire ça, tu vas dire, je suis fidèle à moi-même et au message de Charles Péguy, dont je cite le manuscrit de 1864. La laïcité. Tu vois, il va te dire un truc comme ça, il va dire « Je n'ai pas changé, c'est Jean-Luc Mélenchon qui, lui, a fait le chemin tels les communistes iraniens en 79. Non, j'ai condamné cette phrase, j'ai condamné Padu, voilà. Mais vraiment, il va te dire, moi j'ai pas changé, c'est Mélenchon qui a changé, qui est devenu un islamo-gauchiste, tu vois. Donc moi je suis toujours de gauche en appelant à voter Le Pen, il va te vendre un truc comme ça, par respect de la République ou, tu vois, ou par lutte contre le racisme et l'antisémitisme. C'est Mélenchon qui est devenu le diable repoussoir de la République. Nous, on a dit, ça fait partie de la prophétie, donc ça me va bien. Ah bah clairement, les gens, de manière générale, quand ils voient Finkielkraut faire un truc, ils se disent pas, je vais faire pareil parce que Finkielkraut l'a fait, quoi. Mélenchon, Le Pen ou Mélenchon, Bardella, c'est pour vous, c'est pas Mélenchon. Oui, je suis vous obligé. Choisissez il faut Le Pen ou Bardella. Il faut aujourd'hui un front républicain contre la France insoumise. Donc. Et voilà, l'idée du Front républicain contre la France insoumise, normal, quoi. Bah vraiment, nous, c'est ce qu'on a dit, 2027 sera un 2002 à l'envers. Comme disait Le Pen là dans sa vidéo, là, Belzébuth. C'est vraiment devenu Belzébuth. Mais ça fait partie du plan. Il faut l'assumer à fond. Les Français là qui sont soi-disant des Gaulois réfractaires, bah voilà, votez pour celui dont on vous interdit de voter, quoi. En fait, ce qui est trop bizarre là-dedans, c'est qu'il n'y a rien de factuel, tu sais. Genre, le gars te dit il faut faire un barrage, mais sur quelle preuve? Il a parlé d'islamophobie ou je sais pas quoi. Ça nécessite pas de faire un barrage républicain, même s'ils sont pas d'accord, tu vois. Ils utilisent le même terme qu'à une époque où on faisait barrage contre un parti fondé par des SS, tu vois, où il y avait quand même des trucs très factuels et qui pouvaient faire un peu peur, tu vois. Là, tu te dis, bon, bah au pire, le mec, il est contre l'islamophobie, tu vois, qu'est-ce que ça peut leur foutre, tu vois. C'est dingue d'utiliser le même terme à l'envers, quoi. Ça veut bien dire que le barrage républicain, il était pas contre le fascisme en réalité pour eux. Il était pour garder la main, pour qu'une hégémonie du centre reste au pouvoir, tu vois. Les seuls qui ont vraiment cru au barrage républicain en tant que barrage républicain pour des valeurs de liberté, c'était la gauche, en fait. Quand le PCF faisait barrage républicain, ils y croyaient vraiment. Quand Mélenchon faisait barrage républicain, ils y croyaient vraiment, tu vois. Par contre, avec eux, leur barrage républicain, c'est juste une manière de garder le pouvoir, quoi. Mais on est d'accord, et c'est ce qu'on montre avec le graphique. Quand on dit, par exemple, que en fait, le barrage républicain n'a tenu que grâce aux gens profondément attachés à l'égalité, à l'individualité,
au respect des choix individuels et de se définir soi-même contre l'identitarisme, contre le nationalisme, etc. C'est vraiment ça. Quand on dit justement pourquoi Marine Le Pen n'est pas arrivée au pouvoir, ce n'est pas par la stratégie d'Emmanuel Macron. Le bloc central, il est minoritaire. Même s'il y a 3 blocs, ça reste le bloc minoritaire. Le truc, c'est qu'il a un candidat unique. Donc, il se présente au second tour à chaque fois, là où la gauche, en refondation, plus divisée, n'y arrive pas. Mais qui a permis de faire le vrai barrage, c'est-à-dire de pourvoir des voix à Macron au second tour pour que Marine Le Pen ne les ait pas. C'est qu'il y a encore, en France, contrairement en Italie, contrairement au UK, là, le UK va tomber. Farage est pas loin de reprendre la main. Contrairement à l'AfD, contrairement aux Danois, contrairement aux Suédois, contrairement en Autriche, tu vois, je peux en faire des listes et des listes. Il reste une gauche profondément égalitaire, ancrée dans les classes populaires, qu'est la gauche de Mélenchon. Et le barrage à Macron, ça a toujours été la France insoumise. C'est parce que la France insoumise a toujours dit pas une voix pour le RN. Et je trouve que ça a été une force de ne pas appeler à voter Macron, mais de dire nous, notre but c'est d'être antifasciste, c'est pas d'aller appeler à voter Macron comme des traîtres qui 20h01 appellent, je sais pas. Bruxelles, Voilà, hop, passe décisive, là c'est au fond, hop, petit coup de tête, ça c'est vraiment pas le but le plus dur que t'aies marqué, pas dit. Bruxelles, il appelle avant même, il dit, avant même le second tour, oui, il dit, oui, je voterai Macron au second tour contre Le Pen. C'est le mec qui fait un barrage préventif. Après, il écrit des livres avec Enthoven, donc si tu veux, il est... c'est son 19h59 à lui, il me fait un peu peur, tu vois. Et donc, oui, effectivement, comme tu dis, s'il y a un barrage qui a été tenu, c'est grâce à la gauche, comme tu dis, qui a encore des valeurs, qui tient encore justement aux valeurs des Lumières, etc. C'est eux qui tiennent, quoi. Mais comme à chaque fois, les classes populaires ont été dignes face en Front populaire, pendant la Résistance, etc. Donc, c'est toujours par eux que viennent le salut égalitaire. C'est rarement par la petite bourgeoisie ou la grande bourgeoisie qui, elle, veut préserver ses biens coûte que coûte, quoi. Même pour le référendum sur la Constitution européenne, voilà. C'était les ouvriers qui étaient les plus réfractaires à la Constitution européenne et qui ont eu raison. C'est là où tu vois la différence entre l'expertise universitaire et la conscience de classe, d'intérêts qui sont des intérêts révolutionnaires et progressistes. Tu vois. Parce que tu as des types qui te diraient oui, mais dans les classes populaires, c'est pas les gens qui ont fait les plus d'études de sciences politiques, c'est pas des gens qui sont professeurs d'histoire, de sociologie, de je sais pas trop quoi, tu vois. C'est pas forcément des sachants, les gens sur les classes populaires, c'est même tendanciellement des gens qui ont moins fait d'études et qui ont moins accès à ces choses-là. Pourtant, c'est ceux qui se trompent le moins dans les grandes phases de l'histoire pour s'orienter, tu vois. Alors même que la conscience de classe des ouvriers en 2005, elle est pas énorme, tu vois. Ils ont pas une conscience de classe de fou, avec un syndicalisme massif, des partis massifs et tout. Mais quand bien même, leur faible conscience de classe est déjà beaucoup plus progressiste que des gens qui sont un petit peu plus haut placés dans la société, qui au final jouent des intérêts conservateurs, corporatistes ou réactionnaires, tu vois. Même le général de Gaulle avait dit il n'y a que le prolétariat qui s'est tenu correctement sous l'occupation, tu vois. C'est... Ce que tu dis là, c'est intéressant. En fait, il ne faut pas confondre conscience de classe et connaissance des rapports de production. En fait, la conscience de classe du prolétariat, elle est toujours plus fine. Elle est peut-être moins capable d'intelligibilité, c'est-à-dire d'expliquer les choses, de les mettre en manuscrit, de les écrire. Mais le prolétariat, c'est toujours ce qui est mieux pour lui. Lukács définissait ça dans Histoire et conscience de classe. Il montre qu'il n'y a qu'une seule classe qui est capable de résister à la réification, c'est-à-dire à croire que tous les rapports sociaux sont des choses objectives, naturelles, etc. Ce qui fétichisme de la marchandise, que lui, il appellera la réification. Il dit qu'il n'y a qu'une seule classe, le prolétariat, qui peut résister à ça, qui n'a pas le choix que de résister à ça. C'est le prolétariat. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas se réifier lui-même. À la fin, tu ne peux pas toi-même te considérer comme une marchandise et aller voir ton patron et dire « En vrai, franchement, si tu me payais 200 balles de moins, je ferais quand même le taf. » Parce que, tu vois, je suis obligé par mon crédit. Voilà, je suis obligé par mon crédit et en vrai, tu vois, je compte bien les rapports. Tu vois, c'est impossible. Et jusqu'au bout, même dans les périodes de crise, justement, cette résistance de fait, parce que c'est elle qui est au cœur de cette dialectique qui fait que la réification sera abolie par lui ou en tout cas résistera par lui. Dans les périodes de crise, à la fin, tu comprends bien que quand tu n'as pas de biens personnel à sauver, de capital, etc. Ça ne sert à rien de se vendre à l'occupant, de tomber dans les pires ignominies, de dénoncer des juifs, etc. Voilà, que la solidarité concrète, la mise en commun, l'union et la dignité profonde. Et c'est pour ça que tu vois que les gens qui ont le plus résisté venaient des classes prolétaires,
que les gens qui étaient au STO, qui étaient ouvriers dans les mines, faisaient en sorte de saboter le travail pour éviter que le charbon aille aux Allemands. On en parlait récemment. Écoutez voir cette belle émission là sur France Inter, Affaires sensibles, sur les grèves de 48. J'ai appris un truc intéressant, c'est justement la formule CRS-SS de 68 venait des grévistes de 48. Parce que pendant l'occupation sous le STO, sous l'occupation allemande, ils sabotaient le travail et les SS venaient les réprimer pour pouvoir avoir plus de charbon, etc. Et quand ils se sont mis eux-mêmes à faire des grèves contre la bourgeoisie en 48 après la libération, on leur a envoyé les CRS de la même manière et ils ont inventé dans le Nord cette phrase CRS-SS. Et j'ai appris ça récemment, je trouve ça merveilleux, donc je le dis là. C'est une invention du prolétariat. Allez lire ça, hein, et puis on verra les trahisons du PCF et de la CGT de l'époque, les grèves de 48, mais il y a une solidarité internationale, on parle des Italiens aujourd'hui, des gens envoyaient de l'aide, des membres du parti, parce qu'il y avait quand même des gens qui soutenaient, tu vois, du parti ou des syndicats qui étaient vraiment soutiens, faisaient venir des enfants en bus, les enfants des mineurs, ils les faisaient venir en bus pour qu'ils puissent tenir la grève. Enfin, c'est une folie, c'est vraiment, regardez ça, c'est génial. Pourquoi je fais cette digression? Pour vous montrer que, voilà, comme tu disais, la classe prolétaire, elle a toujours une conscience plus fine. Mais c'est une conscience en acte, quoi. Tu vois, c'est pas une conscience qui s'explique. Le monde universitaire, il va faire genre, il comprend mieux les choses parce qu'il les explique, parce qu'il a le droit, il a la position sociale pour dire le monde, mais en réalité, il n'a conscience que de sa place. Et quand la crise arrive, eh ben on voit très bien qui se comporte de manière indigne et qui se comporte de manière digne. Et là, Finkielkraut, bah, il nous l'expose. C'est un type qui nous a fait les années 80, 90, Charles Péguy, les Lumières, l'égalité, la laïcité, etc. Et aujourd'hui, bah, il finit dans la fange de la fange, là, comme toutes les élites parisiennes, fin des années 30, début des années 40, qui s'enorgueillissaient de la révolution, des idéaux, des machins, ont fini dans la saloperie et dans l'ignominie de l'occupation et du soutien aux nazis, quoi. Voilà. On vous a bien compris, hein, second tour, Mélenchon. Mélenchon, Bardella. Je l'ai dit. Vous votez je viens de vous le dire ou Le Pen. En m'appuyant, encore une fois, sur cette réflexion de Jacques Julliard. Oh là là, il assume pas et tout. C'est vraiment l'argument d'autorité. Je vous l'ai dit. C'est voilà. C'est comme les gars qui sont à moitié racistes et tout, et qui disent oui, mais c'est Jaurès et tout. Non, frérot, c'est toi en fait. Tu vois, c'est pas Jaurès. Jaurès, il a jamais dit ça. Faire voilà, tu vois. Pareil pour les mecs qui te vendent Marx en mode il a dit, regardez, le sous-prolétariat, l'immigration fait tirer les salaires à la baisse, donc faut être anti-immigration. Non, là, tu fais des liens qui sont juste dans ta tête à toi, qui ont jamais été chez Marx ni chez Jaurès, quoi. Socialisme douanier, voilà, ça me revient. Ah oui, le socialisme douanier. Homme de gauche par excellence. Vous venez de la gauche, c'est fini. Malheureusement, la gauche. Malheureusement, malheureusement, la gauche est finie parce qu'elle est pas d'extrême droite, pas du. C'est fini, quoi. Mais c'est Nolo, tu sais, nous on avait fait un truc sur Nolo, allez voir la capsule. C'est les mêmes. C'est des gars, ils sont chez Frontières, ils sont chez CNews, et ils disent, mais moi je suis de la vraie gauche, la gauche qui supportait pas que les Arabes soient en France. Ok, les gars, tu vois, c'est... La gauche de Jacques Julliard, la gauche de la laïcité, la gauche de la République, la gauche de la nation, la gauche qui faisait de la sécurité un droit des plus faibles. En vrai, de vrai, la gauche de la nation, je suis même pas sûr qu'elle ait vraiment existé à un moment donné, sauf peut-être sous l'occupation, tu vois. Mais il dirait la République, le patriotisme, et la gauche de la nation, vraiment, c'est quand même pas une valeur très très à gauche, tu vois. À la rigueur, la nation, c'est à gauche en 1789. Non, mais bien sûr, oui, il y a 250 ans, ok. Non, mais voilà, et encore 2 ans, tu vois. Parce que ce qu'oublie un truc, c'est que déjà à l'époque, ça, les gens oublient, c'est que c'est une valeur effectivement de souveraineté qui s'oppose au roi. Mais déjà, dans la période, on lui oppose, face à Sieyès, qui parle de sa souveraineté nationale, la souveraineté populaire. Donc déjà, même le concept de nation, etc., est remis en cause par 1792-1793. C'est déjà la droite à l'époque, Sieyès, quoi. Comme tu dis, c'est bidon, quoi. Cette gauche a tout abandonné, et hélas, sous la direction d'Olivier Faure, le Parti socialiste s'est aligné sur la France insoumise. Mélenchonisé. Il s'est aligné, en tout cas. Et les écologistes. Putain, pour lui, le Parti socialiste qui pue la merde avec Carole Delga et tout, il s'est aligné sur la France insoumise. Alors c'est juste qu'ils ont été captifs pour avoir des votes et avoir des députés. Du coup, ils ont signé un programme qui était une humiliation pour eux, qui était le programme de la NUPES notamment, puis le programme du NFP qui était peut-être un peu moins humiliant pour eux, mais quand même. Jamais de la vie, le Parti socialiste est soumis à la France insoumise sur la ligne. Eux, tu leur donnes, comme ils avaient en 2012, le Sénat, le Parlement, une majorité absolue, tu vois, bah, ils font une politique comme Macron, hein, en réalité, ils font une politique de droite. D'ailleurs, Macron vient du Parti socialiste. Hein. Je te dis, il en parle en direct que c'est Jérémy Corbyn pour lui, Olivier Faure. Tu vois, c'est tellement...
quoi. Et en plus, Olivier Faure, c'est le pleutre par excellence. C'était un pleutre après le début du génocide de Macron, etc. Ah, mais même au début de Macron, il voulait mettre des députés PS dans la majorité macroniste, Olivier Faure. C'est ça. Donc c'est vraiment un gars qui retourne sa veste. c'est le roi. Pareil. Et les écologistes, oui. Les écologistes ont trahi l'écologie, ce qui est un grand malheur. Les écologistes, maintenant, c'est Greta Thunberg, c'est la flottille pour Gaza, et l'un des membres de cette... Putain, le mec, tu vois quand même le problème pour lui. Même pour l'écologie, le problème, c'est Gaza. C'est genre le gars, il est monomaniaque. La panique morale, quoi. C'est vraiment... Les écologistes ont trahi l'écologie parce qu'ils soutiennent la Palestine. Mais en plus, quand ils parlent des écologistes, ils parlent de ELV, non? Le ELV, ils sont pas sur la ligne de Greta Thunberg, c'est quoi ces conneries, tu vois? C'est rare que je me trompe, mais Greta, je me suis trompé sur elle. Greta, tu vois, quand elle était plus jeune, je pensais qu'elle deviendrait une espèce de social-libérale insupportable, un peu comme la gauche américaine, tu vois. En réalité, après, c'est qu'elle est plus jeune aussi, donc elle a vécu une période plus en crise, elle est devenue de plus en plus radicale, en fait. Et aujourd'hui, Greta, elle est à l'avant-garde de la gauche mondiale, tu vois. C'est quelqu'un qui est de toutes les luttes et tout, qui a vachement de courage et tout. Enfin, c'est super, quoi. J'ai une théorie là-dessus. Je pense que la même jeune fille un peu de gauche, 15 ou 20 ans avant, aurait fait le chemin dont tu as parlé. Mais comme tu as dit, les conditions concrètes font que la crise, elle est obligée d'être plus radicale. Et aussi, moi, j'ai commencé à m'intéresser à Greta et à la défendre quand je voyais que dès qu'elle parlait, même quand elle n'était pas au point de radicalité aujourd'hui, elle se prônait tous les blancs de 60 ans. Ferme ta gueule, la gamine. Tu sais, genre, vraiment, tu vois, c'était vraiment... l'enfer, Tu te rappelles, tu sais, au tout début de sa jeunesse... Les gars qui te demandent un droit à pouvoir te siffler dans la rue, parce que quand même... C'est ça. Bah, tu vois, le Finky qui vient dire la Greta Thunberg. Et tu voyais genre les Charlie Hebdo qui la caricaturaient, les Finkielkraut qui parlaient d'elle déjà comme ça à l'époque. Ces gens-là qui auraient pu s'en servir, trianguler avec elle, tu vois, il y a quelques temps. Ils ont plus le temps maintenant. La crise est trop avancée, donc ils l'insultent et ils lui mettent des tartes. Et Greta, elle a dit, moi je vais me radicaliser, donc force à Greta, et on la soutient, quoi. Et en plus de ça, tu vois, elle est pas dans des structures, enfin à ma connaissance, elle est pas dans des structures de parti qui ferait que, tu vois, quelqu'un comme Alexandra Ocasio-Cortez, elle aurait pu devenir comme Greta, mais le fait d'être dans un parti démocrate qui est extrêmement réactionnaire et tout fait que, en fait, elle a une ligne de merde. C'est une ligne qui est pas du tout radicale. Alors pour les États-Unis, ça passe pour une communiste, tu vois, mais genre la structure fait que elle est obligée de tenir dans des classiques, on va dire, du Parti démocrate américain, ce qui aussi pose la question de la nécessité d'une autre structure aux États-Unis, hein. Parce que si Mélenchon est libre et pas, par exemple, Jérémy Corbyn, c'est son parti The Left, je crois que ça s'appelle, il y a 6 mois là, mais un nom provisoire, il s'est fait baiser en restant dans le parti travailliste parce que il y a cette vieille structure, et si Mélenchon était resté dans le PS, il serait aussi dans une vieille structure, et typiquement c'est la question qui se pose pour Ocasio-Cortez, et puis aussi pour, comment il s'appelle, le vieux radical à gauche, mais qui est aussi pas assez radical Sanders. aux États-Unis. Ouais, Sanders, tu vois. Sanders, à un moment donné, il pensait qu'il pouvait gagner les primaires aussi à l'intérieur du parti démocrate, mais peut-être qu'il aurait fallu créer une autre structure, hein. Après, tu vois, par exemple, Jill Stein, qui est la candidate, elle a un programme du coup presque plus à gauche que Alexandria Ocasio-Cortez ou que Sanders, parce que justement, elle est sortie du processus d'être dans le parti républicain. Sachant que, en fait, il faut se rendre compte de ce que c'est aux États-Unis. C'est vraiment les deux partis hégémoniques. C'est quasiment impossible d'exister sans en être, quoi. Tu vois, c'est... Pour des questions de thunes, pour quelqu'un... Ouais, c'est même l'organisation sociale qui est faite comme ça. La première partie des élections américaines, c'est les primaires. Et c'est les primaires pour savoir qui va être candidat. Nous, on se rend pas compte, mais c'est comme un premier tour sur plus longtemps. Donc, ça veut dire que tu as des petits partis à l'intérieur du Parti socialiste qui veulent tenter d'imposer leur ligne de manière populaire dans les partis. En fait, c'est plutôt traditionnel aux États-Unis. C'est deux partis qui se sont imposés dès la fondation et qui ont créé, on va dire, des implantations très importantes. Et le Parti démocrate et le Parti républicain sont des structures en elles-mêmes politiques du pays, quoi. Et donc, ça veut dire que même... Le truc aussi, c'est que je pense que là-bas, il y a une sorte d'identitarisme autour. Tu sais, un démocrate, il te dit, ouais, moi je suis démocrate, toute ma famille est démocrate, un républicain aussi, tu vois. En France, limite, les gens ils disent, ouais, bon, moi je vote machin, mais c'est tous des cons, mais je vote quand même pour lui. T'as personne, à part quelques personnes, tu vois, mais genre, il y a personne qui vit de manière identitaire le parti dans lequel il est, tu vois. Ouais, mais je te dis aussi parce que l'organisation des élections fait que les primaires de ces partis-là sont quasiment un premier tour de la présidentielle. Ouais. Les primaires chez nous, c'est une nouvelle blague qui est arrivée, tu vois, genre. Quand les partis étaient sérieux, ils faisaient pas de primaire. Moi, j'ai toujours dit ça. Hein.
Les partis qui commencent à faire des primaires, c'est des partis qui commencent à être en déliquescence. Nous, on n'a pas de primaire à la brèche. Zoé a dit c'est moi, voilà. Nous, on dit ok. Ça veut dire qu'on est sérieux, tu vois. Quand ils commencent à faire des primaires, c'est que ils savent plus trancher, ils savent plus faire ça des montre une crise interne au parti. Parce que tu peux avoir plusieurs oppositions dans le parti, mais normalement, ça se règle un peu en interne. Et puis après, tout le monde soutient un type. Enfin, ça montre une faiblesse absolue quand t'es comme dans le PS de 2017 à devoir voter entre Valls et Hamon. Tu te dis dans le même parti à Valls et Hamon, déjà tu te dis ça n'a aucun sens, tu vois. Et du coup, est-ce que si Valls il est candidat, Hamon il soutiendra pas, et puis si Hamon est candidat, Valls ne soutiendra pas, tu vois, c'est en bidon. Du coup, ça veut dire que le parti c'est juste une structure pour essayer de se faire de la thune et puis d'avoir des postes. C'est pas un parti avec une idéologie claire qui peut implanter une ligne claire et une conscience de classe chez les sujets collectifs à qui il parle, tu vois. C'est ça. Donc tu vois, c'est des grosses boîtes, mais comme ils sont implantés structurellement, ça marche quoi. Nous, en fait, ils ont essayé de faire ça, mais en fait, sans implantation, comme tu l'as dit, historique aussi. Ce qui est drôle, c'est les retournements. Historiquement, le Parti démocrate, c'était le parti pro-esclavage, tu vois. Et le Parti républicain, pendant la guerre de sécession, c'était le parti anti-esclavage. Puis après, c'est devenu le parti plutôt progressiste et tout. Donc, c'est rigolo. Je l'ai dit, vient de dire que c'est un canular de parler des filles violées et tuées par le Hamas. Voilà comment on s'exprime sur cette flottille. Voilà où en sont les écologistes. Quoi? C'est Finky qui invente des trucs. Mais c'est intéressant parce que... c'est de la pure idéologie. C'est je sais pas qui a dit que... Tu sais, donc déjà, il te sort un truc qui est sûrement faux, tu vois, qu'il a vu sur Facebook, sûrement tu vois. Et ça... Forcément sur Facebook, Finky, en plus, tu vois. Et du coup, ça voudrait dire que tous les écologistes... Pourquoi, tu vois, tous les écologistes du coup sont pro-Hamas, tu vois, parce que alors que les écologistes en plus sont plutôt sionistes, mais bon bref, tu vois, ça a aucun sens, tu vois, comme truc. On voit aujourd'hui toute cette gauche qui faisait la leçon, qui faisait même de son étendard la lutte contre l'extrême droite, le racisme, tu vois, SOS racisme, etc. Ils viennent tous, Eindhoven, PHL, Finkielkraut, etc. Voilà. Le mieux, c'est notre ami Julien Drey. Julien Drey, qui nous fait des capsules gratos facilement. Tous ces gars-là étaient à SOS Racisme et tous ces gars-là vont te dire il faut faire barrage à Mélenchon en votant Marine Le Pen. Ça leur fait pas peur. Mais comme des mecs, je te dis, en 39 ou en 40, ont voté les pleins pouvoirs à Pétain en disant c'est parce que j'ai toujours été socialiste que je vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Ça leur fait pas peur. Yes. On va finir juste avec cette déclaration de Bruno Retailleau qui appelle à ne pas voter pour la gauche face à l'alliance UDR RN dans une législative partielle dans le Tarn-et-Garonne, mais c'est intéressant parce que ça entérine justement ce revirement qui est assumé par Finkielkraut, mais qui est assumé de plus en plus par la droite il n'y a plus un barrage républicain contre le RN, voire il y a un barrage républicain contre la France Insoumise. Mais en tout cas, parce que là je crois que c'est une candidate NFP, je crois que c'est FI écologiste la candidate, c'est ça ? Ouais, tu vois, donc c'est une candidate où il y a quand même les écolos dedans, enfin la candidate est estampillée NFP, quoi. Il y a la renaissance, qu'on disait avec le concept de mobilisation, hein, la renaissance d'une droite et d'une gauche, et donc de sorte d'alliance, au moins tacite, en tout cas une alliance sur la ligne, entre LR, le RN et puis l'UDR, quoi. Ouais, j'ai envie de dire, enfin, les mecs assument. Moi, je pense que c'est ce qui fera qu'ils vont disparaître totalement. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils font exactement ce qu'on a prédit dans la prophétie. Ils disent pas, on vote RN, parce qu'en fait, là, il disparaîtrait d'un coup, tu vois. Ils disent, pas une voix pour la gauche. Ils se positionnent comme le Chirac en 81. Je ne voterai pas. Tu te rappelles, on avait dit, c'est comme ça qu'en fait, Mélenchon va gagner. Voilà. Retailleau veut tuer d'abord le RN pour être l'opposant de la gauche. C'est ça qui se projette. Voilà. Le RN est un problème. Donc, il ne peut pas dire, votez RN. Voilà. Pour lui, ce serait se faire absorber par le RN, alors ils sont identiques, hein, ils sont totalement identiques. Ils sont d'extrême droite, autoritaire, libéral raciste, voilà, tout ce que tu veux. Mais lui, il veut l'hégémonie sur ce bloc, comme Bardella, comme Marine Le Pen. Donc il va dire, si je veux l'hégémonie sur ce bloc, il faut que je convainc les gens de ce bloc-là. Donc si Finkielkraut fait le barrage à la FI, je vais peut-être pas non plus appeler au barrage, tu vois. Donc il va faire ça, mais en même temps, il est obligé de dire pas une voix. Et donc, il se positionne parfaitement pour concurrencer le RN et pour, on va dire, se renormaliser dans l'opposition à l'AFI qui devient le Belzébuth de la République et qui montre en fait qu'il est vraiment l'alternative absolue, que tout le monde va dénoncer et qui va, à mon avis, comme le disait Mélenchon, imposer le respect aux classes populaires. Donc ça fait partie de la prophétie et c'est ce qui la fera gagner, c'est que Retailleau aura intérêt au deuxième tour à ne pas appeler à voter RN,
tout en disant... ou alors il va dire, moi je pense qu'il va faire comme Chirac, il va dire, à titre personnel, je voterai RN, mais je laisse les électeurs faire... Et hop, il va dire dans ses sections, votez Mélenchon, quoi. On verra si ça se passe comme ça, mais c'est vrai que ça ressemble en tout cas à ce qui s'était déjà passé, et ça ressemble à des stratégies un peu de billard à 3 bandes, un peu intelligentes, mais Retailleau manœuvre pas si mal que ça hein, depuis le début, même s'il a peut-être fait une erreur là avec l'opposition qui s'est mis avec le cornu, enfin il a peut-être donné de la place à Wauquiez, tu vois. Il peut peut-être donner de la place à Wauquiez quand même. Bah pas tant que ça en fait, parce que si Wauquiez avait réussi à être Premier ministre, bon moi je pense qu'il se serait fait censurer, mais s'il avait réussi à prendre un peu la main, à gérer un truc... Mais là, en fait, Wauquiez, ça va être la noisette des noisettes. Qu'est-ce qui va en ressortir grandi du fait que le cornu soit renommé? C'est qu'en fait, il n'y a plus du tout moyen de gouverner au centre et que la position de Retailleau s'est alignée avec la position de Marine Le Pen de fermeté vis-à-vis de Macron et de plus tremper avec lui. Donc, peut-être qu'à l'image des classiques de la droite ou des commentateurs parisiens, il a merdé, mais... à l'image peut-être des électeurs, parce que lui, il vise 2027, etc., il aura pas trempé là-dedans et il aura dit stop à Macron au bon moment. Voilà. Donc, c'est pas si mal. Oui, mais bon, il peut quand même perdre un petit peu ce truc de droite républicaine, il va des intérêts. Après, tu me diras, il fait la même chose que les marchés, donc en soi, avec ce que les marchés disent sur Macron, peut-être que c'est bien de s'en écarter aussi pour lui. Hein. Voilà, quand tu vois la position de Philippe, voilà. Ouais. Philippe a quand même bougé le truc à droite en disant faut qu'il se casse, etc. Lui, il a pas intérêt d'être à gauche de Philippe, quoi. Non, je trouve que c'est pas si mal. C'est un peu sur le film, mais de toute façon, il est petit, donc il doit tenter un coup. C'est dangereux, mais quand on voit comment ça se finit avec le cornu renommé, s'il y avait eu un gouvernement de gauche, tu vois, ou un gouvernement Wauquiez, bah, il aurait loupé son coup. Mais là, finalement, c'est pas si mal. Ouais. Bon, sur ce, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la chaîne principale qui est sortie le dimanche 12 octobre sur ma chaîne, donc la chaîne de Padu. N'hésitez pas à donner sur le Tipeee pour nous soutenir. Merci à tous ceux qui ont donné dans la caisse de lutte. On ne veut plus, qui s'est terminé un peu plus de 20 000 €. Donc vraiment, merci à tous. Ça nous a permis de financer les campagnes et de financer un petit peu la suite. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut.